Bonjour et bienvenue pour cette exploration en profondeur du marché des transferts européens. Aujourd'hui, on va se pencher sur pas mal de rapports récents qui dessinent un peu les grandes manœuvres de plusieurs clubs majeurs et puis l'avenir de joueurs dont on parle beaucoup. Allez, on attaque ces dossiers. Allons-y. Commençons par Ibrahima Konaté. C'est un pilier défensif à Liverpool aux côtés de Van Dijk, mais son contrat s'arrête en juin 2026. Il a 26 ans, donc il arrive à un moment un peu charnière. Est-ce qu'il reste à Liverpool ou est-ce qu'il tente autre chose? Apparemment, le Real Madrid est très attentif. Oui, c'est une situation assez classique, je dirais, dans le foot moderne. Le Real Madrid a clairement une stratégie très axée sur les défenseurs centraux, dont le contrat se termine en 2026. Ah oui. Oui, oui. Konaté est sur cette liste, avec d'autres noms comme Dayot Upamecano ou Marc Guehi. L'idée est assez simple en fait. Si ces joueurs ne prolongent pas ou ne partent pas cet hiver, ils deviennent très, très attractifs pour un transfert gratuit l'été prochain. D'accord, la fameuse pêche aux joueurs libres. Exactement, c'est une stratégie assumée par le Real. On l'a vu très récemment avec Trent Alexander-Arnold, qui est arrivé lui aussi libre de Liverpool cet été. Ben, cette stratégie du gratuit, elle a quand même des contreparties, non? On imagine que les salaires doivent être plus élevés pour compenser l'absence d'indemnité de transfert. Ça doit peser sur la masse salariale, non? Ah, tout à fait. C'est le revers de la médaille, si on veut. Attirer des talents sans indemnité, ça permet de concentrer les ressources financières sur le salaire, les primes, ce qui est évidemment séduisant pour le joueur. Bien sûr. Mais ça crée une pression salariale importante, c'est clair, et ça rend aussi la revente plus compliquée si le joueur ne performe pas comme attendu. Un joueur acheté avec une indemnité, on peut l'amortir comptablement. Un joueur arrivé libre, c'est une perte sèche s'il faut s'en séparer avant la fin de son contrat, qui est souvent coûteux. Donc oui, c'est un pari, mais un pari calculé du Real. Alors, du Real Madrid qui cherche à recruter, on passe à un joueur madrilène qui pourrait lui faire ses valises. Rodrigo, on en a parlé cet été déjà, son temps de jeu était un peu fluctuant en fin de saison dernière. Finalement, il est resté malgré un intérêt supposé de Liverpool, on parlait de 80 millions d'euros. Mais c'est Manchester City qui semble maintenant le mieux placé pour le mercato d'hiver. Oui, le cas Rodrigo est intéressant. Il a 24 ans. C'est un âge où un joueur veut être un titulaire indiscutable, quoi. Si sous Xabi Alonso, son rôle se cantonne à celui de super sub ou de remplaçant de luxe, bon, il a été titulaire qu'une fois sur les 3 premiers matchs, c'est logique qu'il puisse regarder ailleurs en janvier. Surtout que le Real est blindé devant maintenant. Exactement. Avec Mbappé et Vinicius Junior comme fer de lance offensif, le Real pourrait être moins réticent à le laisser partir pour une belle somme. Et Pep Guardiola serait un grand fan apparemment. Les échos qu'on entend disent qu'il le considère comme parfait, carrément, un élément clé pour son animation offensive. Cut Offside affirme même que City est prête à ouvrir les négociations dès janvier. Parfait, c'est un grand mot quand même, non? City est déjà bien fourni devant. C'est vrai que l'attaque de City est dense, très dense. Mais Guardiola cherche peut-être une polyvalence spécifique que Rodrigo offre. Il est capable de jouer sur les ailes, même dans l'axe parfois. Son profil technique, sa capacité à éliminer en un contre un, ça colle bien au style City. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, bon, le terme parfait est peut-être un peu fort, je te l'accorde. Mais l'intérêt semble réel. Et financièrement, les 80 millions d'euros que demanderait le Real, c'est considéré comme réaliste par City, même si Transfermarkt l'évalue un peu plus haut, à 90 millions. Donc, si le prix convient et que Guardiola le veut vraiment, qu'est-ce qui pourrait bloquer ce transfert? Bah, plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. D'abord, l'évolution de la situation de Rodrigo lui-même à Madrid d'ici janvier. S'il enchaîne les titularisations, s'il performe, le Real pourrait changer d'avis ou au moins revoir le prix à la hausse. Logique. Ensuite, il est possible que City ait besoin de vendre un joueur offensif avant de faire un tel investissement, que ce soit pour équilibrer les comptes ou simplement l'effectif. On se souvient que l'été dernier, City avait déjà pensé à Rodrigo au cas où Savigno serait parti à Tottenham. C'est souvent un jeu de domino, tu sais, un départ qui en conditionne un autre. Oui, le fameux effet domino du mercato. Et si City regarde du côté de Madrid pour l'attaque, il scrute aussi du côté de Barcelone pour renforcer leur milieu. La blessure de Rodri, le départ de De Bruyne, même avec l'arrivée de Tijani Reinders, ça semble un peu juste. Et le nom qui circule maintenant, c'est Fermín Lopez. Tout à fait. Selon Team Talk, Guardiola aurait validé le profil de ce jeune milieu de 22 ans et il en aurait fait une priorité absolue pour janvier. C'est d'autant plus intéressant que Lopez, il était déjà sur le point de partir cet été. Chelsea était très très intéressé, on parlait même de l'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est vrai.
Et le Barça ne semblait pas totalement opposé à une vente, mais c'est le joueur lui-même qui a voulu rester pour tenter de s'imposer dans son club. Hansi Flick, le coach du Barça, dit qu'il compte sur lui, mais bon, pour l'instant, il est plus un joker de luxe qu'un titulaire régulier. Est-ce que Guardiola voit en lui une pépite à façonner, un peu comme il a pu le faire avec d'autres jeunes talents? Sa valeur estimée à 50 millions d'euros par Transfermarkt, c'est quand même un pari assez conséquent. C'est toute la question. Pour Lopez, la situation est assez complexe, je pense. D'un côté, il y a l'ambition légitime de réussir dans son club formateur, le FC Barcelone. C'est le rêve pour beaucoup de jeunes issus de la Masia, quoi. Évidemment. De l'autre, l'attraction exercée par un club comme Manchester City et surtout par un entraîneur comme Guardiola, qui est quand même réputé pour développer les milieux de terrain, c'est forcément très fort, sans oublier Chelsea qui pourrait revenir à la charge. Hmm. Et puis il y a un autre élément à ne pas négliger, la Coupe du Monde qui approche. Est-ce qu'il va privilégier la stabilité au Barça en espérant grappiller du temps de jeu, ou est-ce qu'il va chercher un transfert pour s'assurer d'être titulaire et maximiser ses chances d'être sélectionné? C'est un vrai dilemme pour lui, personnel et sportif. C'est sûr, on quitte City, mais on reste en Catalogne, à Barcelone, pour parler d'un joueur arrivé avec beaucoup d'espoir. Marcus Rashford, prêté par Manchester United fin juillet pour se relancer. Ses débuts sont difficiles. 3 matchs en Liga, une seule titularisation et surtout pas de but ni de passe décisive. Ça a suffi pour que des rumeurs d'un retour anticipé à Manchester dès janvier apparaissent. Oui, ces rumeurs ont circulé, mais elles ont été balayées assez vite et assez fermement, il faut dire. Le journaliste Guillaume Balaguer, qui est souvent bien informé sur le foot espagnol, les a qualifiées de totalement absurdes. Ah, carrément. Oui, il semble que le Barça ait plutôt rassuré l'entourage du joueur sur sa confiance en son potentiel. Et des sources proches de Rashford, relayées par The Sun, ont aussi écarté un retour à United cet hiver. Bon, il faut probablement lui laisser un peu de temps, s'adapter à un nouveau championnat, un nouveau club, un nouveau style de jeu. Oui, l'adaptation prend du temps. Et le montage financier de son prêt est aussi un peu particulier, n'est-ce pas? Il y a une option d'achat, mais aussi une sorte de pénalité si elle n'est pas levée. C'est ça. Le Barça a une option d'achat qui serait fixée autour de 35 millions d'euros pour l'été prochain. Mais s'ils ne l'activent pas, ils devront payer une pénalité de 5 millions d'euros à Manchester United. D'accord. C'est une clause qui incite un peu le club emprunteur à évaluer le joueur et à ne pas le considérer juste comme une solution temporaire. On avait vu un montage un peu similaire avec Jadon Sancho prêté à Chelsea l'année d'avant. Ça protège un minimum le club prêteur. Allez, terminons ce tour d'horizon à Paris avec un jeune qui monte en puissance au PSG, Sanim Meyoulou. Il a pris de l'ampleur la saison dernière et à 19 ans, il aspire logiquement à jouer encore plus. Forcément, son statut change, comme celui du PSG d'ailleurs, auréolé de son titre en Ligue des Champions et avec 9 joueurs nommés au Ballon d'Or, excusez du peu. Oui, Mayoulou a vraiment crevé l'écran, surtout avec ce but en finale de Ligue des Champions qui a fait de lui le 3e plus jeune buteur de l'histoire à ce stade de la compétition. Forcément, cette visibilité soudaine, ça attire les convoitises. D'après Team Talk, Tottenham aurait même tenté une offre de dernière minute fin août pour essayer de le recruter. Une offre refusée directe par le PSG, j'imagine. Le club misait énormément sur ces jeunes talents comme lui, Zahir Emery ou Désiré Doué. Ah oui, exactement. Paris n'a aucune intention de laisser filer Mayoulou. Il est considéré comme un pion essentiel pour l'avenir du club. Sa polyvalence au milieu est très appréciée par Luis Enrique qui lui a déjà donné pas mal de temps de jeu la saison passée. 34 matchs quand même. Pas mal. Et on s'attend même à ce qu'il joue encore plus cette saison, notamment comme alternative quand Dembélé ou Doué ne sont pas là. Il est évalué à 15 millions d'euros, ce qui peut sembler assez peu vu son potentiel et son statut de finaliste de Ligue des Champions, mais ça montre que les clubs comme Tottenham sont vraiment à l'affût. Ironie du sort d'ailleurs, le PSG et Tottenham vont s'affronter en Ligue des Champions en novembre.